travail qui est... Je crois. Euh, c'est un travail qui est fait avec deux collègues de l'école polytechnique, Yves Le Yaouank et Pierre Boyer, avec Germain Gauthier, qui est maître de conférence à Bocconi, et Vincent Rollet, qui termine sa thèse au MIT cette année. Donc, quelle est notre question euh, dans ce travail? Notre question on pense, une question assez générale sur l'analyse des mouvements sociaux. L'idée qu'un mouvement social pour avoir du succès, a besoin d'atteindre une masse critique, mais que avec la taille vient le risque d'hétérogénéité entre des factions qui peuvent avoir des buts différents ou même des stratégies de mobilisation différentes. Et cette hétérogénéité, elle peut avoir un impact à la fois sur la probabilité que le mouvement social émerge, mais également sur sa taille, sur sa longévité et aussi sur son degré de radicalité ou ce que j'appelle l'intensité dans les diapos ici. Et donc ça reste encore une idée assez générale. La théorie en fait qu'on développe dans ce travail est plus précise. Elle est liée au fait qu'en fait, il pourrait y avoir une forme de malédiction de certains mouvements sociaux qui, au départ, en fait, ont du succès, arrivent à réunir une coalition importante de protestataires, mais que ce succès initial peut encourager les factions les plus radicales du mouvement à choisir des modes de protestation plus violentes, plus radicales, ce qui peut conduire à la disparition du mouvement ou en tout cas à son rétrécissement. Et donc ça, c'est un argument qui est assez général, qui n'a pas besoin en fait des réseaux sociaux, si vous voulez, pour être plausible. Mais les réseaux sociaux il nous semble, sont assez intéressants dans ce contexte, à la fois parce qu'en fait, ils offrent une sorte de source de variation exogène sur le coût de participation à la mobilisation. Donc, ça permet en fait des sortes d'expériences de pensée sur ce qui se passe, ce qui pourrait se passer dans différents contextes, donc d'un point de vue théorique, avec ou sans réseaux sociaux, mais c'est aussi, d'un point de vue plus empirique, une opportunité qui est offerte par les données qui sont issues des réseaux sociaux pour mesurer ce type de phénomène, quelque chose qui ne pouvait pas être fait, à notre avis, de façon systématique avant. Donc voilà, de manière générale, ce travail, en fait, il s'organise autour de cette question du lien. Donc c'est une question qui est extrêmement étudiée, évidemment, dans beaucoup de champs des sciences sociales. Du lien entre les réseaux sociaux et les mouvements sociaux. Donc, il est à peu près établi qu'une architecture de réseaux sociaux assez riche est favorable au surgissement de mouvements sociaux, mais ce qu'on observe aussi quand on décrit à travers des monographies, par exemple, certains de ces mouvements sociaux, contemporains donc quelque part qui ont été initiés en ligne. On observe aussi que ces mouvements ont tendance à être peut-être, même si c'est difficile de faire des comparaisons historiques, mais peut-être plus volatiles que les mouvements précédents. Et donc il y a une sorte de paradoxe en fait que les réseaux sociaux peuvent à la fois euh, quelque part aider les mouvements sociaux et aussi les affaiblir. Donc notre travail est un petit peu en deux temps. Tout d'abord, je vais vous présenter un modèle qu'on a essayé de voir le plus simple possible pour quelque part illustrer un peu ce mécanisme. Et ce modèle a des sortes de prédictions, si on peut dire. Et dans une deuxième partie, en fait, on utilise beaucoup de données qu'on a récoltées sur le mouvement des Gilets jaunes pour essayer de voir à quel point ces prédictions peuvent être observées dans un exemple qui a vraiment eu lieu. Donc, juste pour vous donner une idée de ce dont je parle, en fait, on va s'intéresser donc au mouvement des Gilets jaunes qui a
surgit sur la scène française le 17 novembre 2018, hein, avec l'occupation, mais bien sûr, je vais y revenir, de nombreux ronds-points, entre autres, sur le territoire, et un certain nombre de manifestants. Donc ça, c'est vraiment la fourchette basse que vous voyez de 300 000 manifestants le premier jour. Il y a des estimations qui sont cinq fois plus grandes. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en gros, ce mouvement a ensuite diminué de manière assez générale, même s'il y a une petite saisonnalité sans doute liée aux fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est ce qu'on a observé quelque part dans la rue. C'est comme ça qu'on mesure traditionnellement les mouvements sociaux à travers les manifestants dans la rue. Mais si on regarde ce qui s'est passé aussi tout autour dans les espaces numériques. D'une part, il y a une pétition sur le site change.org qui a été très importante au début, en fait, avant le premier jour de manifestation, où on a beaucoup de gens qui ont signé cette pétition. Et par ailleurs, sur Facebook, le mouvement s'est en grande partie structuré. Donc, on voit, vous voyez là sur le, le, le le graphique C de cette diapo, qu'il y a un certain nombre de groupes Facebook associés au mouvement qui ont été créés avant le premier jour de manifestation, mais avec, il nous semble, quelque chose d'intéressant sur lequel je vais bien sûr revenir, euh, une deuxième vague de mobilisation en ligne avec la création de nombreux autres groupes suite au premier jour de manifestation. Et en fait, il y a toute une architecture tout un écosystème de gilets jaunes qui s'est mis en place à l'occasion à la suite du premier jour de manifestation et le mouvement est resté très actif en ligne. Euh, Ce qu'on peut mesurer par exemple par l'intensité des discussions sur les pages Facebook dédiées au mouvement au cours des mois qui ont suivi. Donc en fait, tous ces phénomènes, je vais essayer d'en parler. Peut-être parce que mon temps est restreint, je vais un peu passer sur la revue de littérature, mais on peut y revenir ensuite dans la discussion si vous voulez. On essaye de parler à un certain nombre de littératures. Donc là, je cite plutôt des papiers d'économie, mais bien sûr, il y a aussi énormément de papiers d'autres disciplines à la fois d'un point de vue théorique, en termes de modélisation des mouvements sociaux, comme un jeu de coordination. Il y a un problème pour comprendre, il y a différents outils qui peuvent être utilisés pour comprendre la dynamique des mouvements sociaux et en particulier l'idée qu'en fait on apprend aussi sur la popularité du mouvement, la popularité intrinsèque du mouvement en observant les épisodes de protestation, les épisodes de manifestation qui ont eu lieu auparavant. Donc ça, on va utiliser ça. Et donc, ce qu'on met en évidence, c'est ce qu'on appelle donc en anglais la dynamique crowd in, then crowd out, où les réseaux sociaux peuvent d'abord augmenter la taille du mouvement et ensuite contribuer à sa disparition. Alors, d'un point de vue théorique, je vais vous décrire un petit peu ce qui nous semble être le cadre conceptuel le plus simple qui permet de réfléchir à ça pour nous. On va réfléchir à la création d'un mouvement social comme un jeu, ok, où en fait où les joueurs peuvent faire trois choses différentes. Soit ils peuvent s'abstenir, ils peuvent ne pas participer. À ce moment-là, ils sont passifs. Ils peuvent participer de deux façons différentes. Soit ils peuvent participer de façon pacifique, soit ils peuvent participer de façon violente. S'ils participent de façon pacifique, ils vont avoir une utilité. C'est comme ça qu'on va mesurer ce qui retire du jeu, qui est lié à leur propre type. Donc θ, qui est un indice qui mesure leur leur niveau de mécontentement, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu, mais également, donc, ça va être, et c'est là qu'on introduit des complémentarités entre les différents manifestants. Si je manifeste de façon pacifique, je vais vouloir que beaucoup de gens également manifestent de façon pacifique. Donc c'est ça qu'on représente ici, c'est le nombre de gens qui vont effectivement manifester de façon pacifique. Et donc ça, plus la manifestation est grande, plus je suis satisfait, si vous voulez.
En revanche, si je manifeste de façon pacifique, cela va me déplaire que d'autres manifestent de façon violente. Et donc, c'est ce qu'on observe avec le signe négatif devant le coefficient bêta ici. Il y a à la fois des complémentarités stratégiques, mais aussi de la substituabilité entre les manifestants qui choisissent une action violente et les manifestants qui choisissent une action pacifique. Si en revanche je choisis de manifester de façon violente, je vais également être plus satisfait si si la manifestation est de grande taille, mais je vais également être plus satisfait si parmi les manifestants de cette manifestation, d'autres choisissent la même stratégie que moi. Il y a d'autres différences entre ces deux choix. D'une part, le coût de participation qu'on mesure par C sous barre et C sur barre ici va varier. Il est plus faible si on choisit de manifester de façon pacifique et plus fort si on choisit le contraire. Enfin, il y a une forme de complémentarité entre mon type et le niveau de radicalité ou d'intensité de l'action que je choisis d'entreprendre, qui est mesuré par ce paramètre V qui est juste positif. Donc c'est ce jeu qu'on va analyser. Euh, euh, en fait, c'est un jeu très simple, mais déjà pour l'analyser, en fait, on va restreindre beaucoup l'espace des paramètres sur lesquels on va essayer de dire des choses. En particulier, en fait, on va pas considérer des continuums de préférences politiques, si vous voulez, mesurés par θ. On va juste considérer que la population est constituée de trois types: des gens qui vont jamais manifester, qu'on appelle les passifs, des gens hésitent entre le fait de manifester et le fait de manifester entre le fait de manifester de façon pacifique ou de ne pas manifester, c'est ce qu'on va appeler les modérés, et les radicaux qui vont toujours manifester, mais qui hésitent entre les deux types de manifestations, ou violentes ou pacifiques. Un jeu de coordination. Pardon? Ça fait un jeu de coordination. Absolument. Donc c'est exactement ça qu'on va étudier, c'est la coordination entre ces trois factions, ou en fait en réalité entre juste les passifs les radicaux. Ce que ça définit comme structure de population, c'est deux paramètres en fait. Un paramètre qui est la part au sein de la population de gens qui sont susceptibles de se manifester, donc les non passifs, et la part au sein de cette population de non passifs de radicaux, donc qui vont toujours se manifester, mais qui vont hésiter entre les deux types de manifestations. Donc ces deux paramètres sont mesurés par mu et par lambda. Ils vont jouer un rôle important. Au départ, on va supposer que les gens ne savent pas, en fait, n'ont pas d'informations parfaites sur ces deux paramètres, qui vont avoir une croyance initiale, et ensuite ils vont la mettre à jour au fur et à mesure que le mouvement se déploie dans le temps. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Pour résoudre ce jeu, on se restreint encore dans le sens où on va regarder en fait les solutions les plus simples, qui sont des équilibres de Nash en stratégie pure. Euh, c'est euh, et euh, c'est c'est si vous voulez, la façon voilà, la plus simple, où les gens ne mettent pas un espace de probabilité sur les différentes actions qui pourraient choisir d'entreprendre. Se restreindre comme ça le concept de solution aux équipes de nage en stratégie pure, ça permet quasiment d'arriver à l'unicité, mais pas tout à fait. Et donc, si on n'a pas un équilibre unique, ce qu'on suppose, c'est qu'on va garder ce qu'on appelle un équilibre de Nash fort, qui est un équilibre de Nash où aucune coalition n'a d'intérêt à dévier. Donc ça, c'est comme ça qu'on va choisir au sein de nos équilibres candidats l'équilibre qui est qu'on va observer. Et donc ça nous donne en fait une forme de typologie des mouvements sociaux, si vous voulez, donc évidemment très simplifiée, mais il nous semble quand même assez intéressante, où on a à la fois donc sur l'axe des X la taille du mouvement social qui va être déterminée par la décision pour les modérés de participer ou non, et le niveau de violence qui va être déterminé par les choix des radicaux. Donc ça, quelque part, nous semble déjà assez intéressant. On va avoir quatre types de mouvements, et en fait, c'est des mouvements qu'on peut représenter une fois qu'on a résolu le modèle
dans l'espace défini par les valeurs des préférences politiques pour oui, des préférences politiques, on va dire, pour les modérés, donc θ M, et pour les radicaux, θ R. Ce qu'on observe en fait, c'est que bon, évidemment, si les gens ont des préférences assez faibles pour le fait de se manifester, on va les deux types de manifestants vont se cantonner à leur action par défaut, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la routine ici, où en fait, voilà, les gens qui sont fâchés expriment leur mécontentement, mais ils sont un peu tout seuls. Mais ce qu'on peut avoir, donc, c'est un mouvement plus grand où où en fait les deux types participent, soit de manière pacifique, soit de manière partiellement violente, si les préférences sont particulièrement euh, euh, élevées. Euh, euh, une chose qu'on ne peut pas faire complètement, c'est qu'il y a un espace ici où il n'y a pas d'équilibre de Nash-Ford. Et en fait, ce qu'on peut avoir, c'est à la coexistence de deux équilibres, soit la grande manifestation pacifique qui est préférée par les modérés, soit la petite manifestation violente qui est préférée par les radicaux. La seule chose qu'on va supposer dans cet espace-là, c'est que après, quand le jeu est répété, à chaque fois qu'un des équilibres, c'est tout le temps le même équilibre qui va être choisi. C'est ça qu'on va faire pour résoudre cette indétermination. Ça, c'est ce qui se passe en statique, si vous voulez. Donc en fait, je vais choisir mes actions en fonction de ce que je pense être la part de radicaux et la part de modérés dans la population. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde a les mêmes croyances. On ne s'intéresse pas à la distribution des croyances dans la population. Donc, on peut commencer, si vous voulez, l'ensemble des joueurs peut commencer de manière très pessimiste, en pensant que, bon, en fait, ils sont pas si nombreux à vouloir un mouvement social. Et à ce moment-là, ce qu'on va avoir, c'est peut-être juste 0,1. D'accord? Mais si 0,1, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'ensuite, on va avoir un peu d'information qui va être révélée par cette première étape. On va avoir une sorte de d'échantillon de ce que peuvent être, ce que pourrait être vraiment la proportion de radicaux dans la population. D'accord? Et donc, si pareil, si il s'avère qu'en fait, il y a beaucoup de gens, peut-être que ça va changer ce que je joue à l'étape d'après. Ok? Parce que je mets à jour de façon bayésienne mes croyances concernant ces deux paramètres lambda et mu. Oui. Non, il y a des radicaux quand le nom ne bouge pas, c'est ça, et d'autres qui peuvent varier. Non, personne. Alors non, les parts dans la population sont fixées. Ah, ils sont- Ce que je ne sais, ce qui n'est pas fixé, c'est les croyances sur ces Ah, parts. d'accord. Donc, lambda et mu sont des paramètres du modèle, si vous voulez. Mais je commence avec une croyance. Je vais détailler ça peut-être un tout petit peu plus. L'idée, on va supposer que les joueurs sont myopes, ils s'intéressent juste à ce qui se passe aujourd'hui. Ils essayent pas d'expérimenter des choses pour voir ce qui va se passer plus tard, ce qui pourrait être aussi intéressant, mais ce qui est aussi très compliqué. Donc là, euh, on a juste une croyance au sein de la population pour commencer. Donc ça, c'est un paramètre, si vous voulez, qui 0. Et ça me permet, ça va donner lieu à un choix qu'on représente dans ce graphique-là. Ensuite, ce choix me permet de mettre à jour soit à la hausse, soit à la baisse mes croyances concernant qui 0, concernant lambda et mu. Et je vais continuer comme ça. On peut d'abord commencer à étudier ce modèle sur un horizon infini, et donc c'est ce qu'on fait. Sur un horizon infini, on pourrait penser que si on joue un nombre infini de périodes, on va finir par obtenir une connaissance parfaite des paramètres de la population. En réalité, ça n'est pas le cas. D'accord? Parce que imaginez par exemple que je sois coincé dans l'émeute, la petite manifestation violente. Ce que je vais finir par avoir, par connaître de manière parfaite à la fin des temps, c'est lambda fois mu. Ça, je vais le savoir. Mais je pourrais tout de même pas savoir, je pourrais tout de même pas savoir la valeur de mu. Euh, euh, et euh,
de la même façon, si on joue le rallye jusqu'à la fin des temps, on va finir par savoir mu exactement, mais on pourra toujours se tromper sur la valeur de lambda. Donc c'est ça qu'on regarde ensuite en définissant ce qu'on appelle des pièges d'apprentissage, des learning traps, qui sont des situations où même si je joue de manière répétée ce jeu, je vais continuer à choisir des actions qui ne coïncident pas avec les actions que j'aurais choisies si j'étais en situation d'information parfaite. Il y a différents types de learning traps. Euh, Globalement, elles sont asymétriques, c'est-à-dire que si le mouvement est impopulaire, je peux pas continuer à faire comme si je pensais que le mouvement était populaire. D'accord? Parce qu'au bout d'un moment, je vais m'en rendre compte. Et donc, je vais finir par mettre à jour à la baisse mes croyances sur la popularité du mouvement. En revanche, je peux, comme je l'ai expliqué, euh, continuer à jouer un, un équilibre qui n'est pas vraiment celui que je voudrais. Notamment, par exemple, si j'étais très pessimiste, si ça se trouve, même si je finis par savoir exactement la valeur de lambda fois mu, je vais continuer à sous-estimer la valeur de mu et donc les modérés vont jamais participer. Ça, c'est une possibilité. C'est, si vous voulez, il nous semble, celle-là a été déjà beaucoup étudiée, pas vraiment dans ce framing conceptuel-là, mais c'est l'idée que les réseaux sociaux peuvent lever ce problème de coordination lié au fait qu'on est pessimiste sur l'ampleur de la popularité potentielle du mouvement. Et si on baisse le coup, peut-être qu'on arrive là, alors qu'en fait, si on avait uniquement pu manifester dans la rue, les modérés n'auraient jamais rejoint. Le fait qu'on introduise cette notion de substituabilité entre la violence et la participation des modérés, ça donne lieu à différentes autres learning traps qu'on étudie dans l'article, mais peut-être pour aller plus vite, je vais passer là-dessus. Si vous voulez, ça c'est notre cadre conceptuel. Pour l'instant, j'ai pas vraiment parlé des réseaux sociaux. D'accord? Ensuite, on a introduit les réseaux sociaux. En fait, plus comme une forme d'application. On va pas dire grand-chose, on va pas dire il y a une technologie vraiment différente ou il se passe des choses vraiment différentes dans ce que je veux signifier en tant que manifestant en ligne, hors ligne. Tout ça, ça va être la même chose. La seule chose, c'est que le coût va être plus faible de participer. Voilà. Et finalement, la manifestation en ligne va avoir lieu à chaque fois avant la manifestation dans la rue. D'accord? Donc, on peut se mobiliser avant le 17 novembre 2018, signer la pétition, notamment pour se compter, en fait, sur le site change.org. On voit exactement la popularité de la pétition, par exemple. Ensuite, on décide ou non, suite à ce qu'on a observé en ligne, d'aller bloquer un rond-point ou non. Ce qu'on observe dans ce cadre-là, c'est que justement les réseaux sociaux peuvent aboutir à la diminution du mouvement, c'est-à-dire au départ des modérés. Pourquoi? Parce que en augmentant, en baissant le coût de mobilisation, les réseaux sociaux vont quelque part encourager les radicaux à jouer de manière violente. Les radicaux vont se signaler, et si la part de radicaux, en fait, lambda mu, est plus importante que ce qu'on pensait, à l'étape précédente, eh bien, ça risque de conduire au départ des modérés, puisqu'ils vont pas vouloir participer à des manifestations en ligne ou hors ligne, peu importe, où il y a une violence importante du fait d'une part importante de radicaux. Donc, si vous voulez, cette idée que les réseaux sociaux peuvent conduire à l'éviction des factions modérées, ce n'est pas quelque chose qui est lié à des biais propres à la technologie des réseaux sociaux. C'est quelque chose sur lequel je vais revenir en conclusion si j'ai le temps, mais il nous semble intéressant d'avoir ce modèle où en fait, quelque part, les réseaux sociaux jouent juste un rôle d'accélérateur. Quelque part, on aurait pas tout à fait, d'incubateur et d'accélérateur. Les réseaux sociaux permettent à certains mouvements d'émerger
alors que peut-être que ces mouvements auraient été coincés dans l'équilibre 0,1. Mais ensuite, les réseaux sociaux conduisent à, dans certaines configurations, si effectivement lambda est élevé dans l'événement qui nous intéresse, à la disparition du mouvement. Alors que sans réseaux sociaux, il est possible que la population aurait continué à jouer jusqu'à la fin des temps l'équilibre 1-1 sans que les radicaux n'aient d'intérêt, si vous voulez, à se mettre à dévier et à jouer V. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez, un résumé rapide du modèle. Ensuite, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce modèle pour avoir des prédictions, parce que là, je vous ai parlé en fait de ce qui se passe asymptotiquement avec un nombre infini de périodes, mais ça peut être intéressant en fait de réfléchir à ce que ce modèle peut nous dire à plus court terme pour effectivement le rapporter à ce qui s'est passé pendant en gros les 5 mois d'existence importante du mouvement des Gilets jaunes. Et donc pour faire ça, on se place dans un cadre un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'en fait les radicaux peuvent aussi jouer zéro. D'accord? Et dans ce cadre, si la population commence avec des croyances très pessimistes sur le potentiel de mobilisation du mouvement, l'équilibre qui va être joué, ça va être 0-0, c'est-à-dire un équilibre où on n'apprend rien, on met pas à jour, on n'obtient rien, donc en fait on se mobilise pas, d'accord? Et donc ce qu'on va regarder en fait, c'est comment ce modèle se comporte si on change les coûts de mobilisation en ligne et hors ligne. Si on est dans une situation où initialement on était pessimiste sur la, la, la valeur de mu et de lambda, c'est-à-dire qu'on pensait qu'elles étaient faibles, mais que le fait d'avoir accès à une technologie de mobilisation à faible coût permet quand même aux radicaux de commencer à jouer. Il est possible que donc avant le 17 novembre, on ait un début de mobilisation en ligne que l'information que les manifestants récoltent à partir de ça convainc les modérés de rejoindre les rangs des radicaux au cours de la première journée de mobilisation. Et ensuite, donc, ce qui va se passer en ligne, c'est un regain de mobilisation avec, d'autre part, le fait que les radicaux, à ce moment-là, quelque part encouragés par le succès du mouvement, vont préférer jouer V que 1. Si vous voulez, quelque part, là, on a de l'information un peu sur, même si en fait il faudrait peut-être plus de périodes pour avoir effectivement toute l'information, ce qu'on a, c'est qu'on finit par avoir l'information sur mu, et même si elle n'est peut-être pas complète, et on a de l'information sur lambda à partir des périodes 1A et 2A. S'il n'y avait pas eu de réseaux sociaux, on serait coincé en 0-0. D'accord? Et à l'inverse, s'il avait été très difficile de se mobiliser hors ligne, ce qu'on peut voir, donc là c'est un petit peu plus, on peut avoir plein de choses, mais ce qui est possible, c'est que effectivement, dans ce cas-là, on aurait eu une mobilisation plus faible en ligne suite à- par la suite. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'on peut comparer, en tout cas, c'est la taille de la mobilisation et il est possible qu'elle aurait été plus faible. Et donc, en fait, ce modèle, en fait, quelque part, permet de rationaliser de très nombreuses trajectoires. Ce sur quoi on va se concentrer, parce qu'il nous semble que ça décrit vraiment ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, c'est la trajectoire du bas, où en fait, on a eu une petite mobilisation en ligne, suivie d'une mobilisation globalement pacifique le premier jour des Gilets jaunes, une augmentation très forte de la mobilisation en ligne suite à ce premier jour de manifestation, et ensuite une baisse à la fois en ligne et hors ligne de la taille de mobilisation, accompagnée par une augmentation du niveau de violence. Le modèle dynamique, c'est une observation. Il y a un modèle dynamique derrière? Bah, si vous voulez, c'est le modèle dynamique. Le modèle dynamique, c'est juste c'est le stage game qu'on répète, mais la dynamique, elle est liée à l'apprentissage. Donc, oui, il y a un modèle dynamique, mais les joueurs sont myopes. Mais voilà, en fait, il y a plein.
Effectivement, comme on considère que les modalités d'acquisition de l'information sont liées à une stratégie juste d'échantillonnage à partir de ce qui s'est passé à l'étape précédente, on peut avoir un nombre infini de séquences possibles. Là, je vous montre celle qui nous semble finalement la plus intéressante. Donc, en fait, on va essayer de regarder ça dans le cas des gilets jaunes. Dans le cas des gilets jaunes, ce qu'on va essayer de regarder, c'est des choses qui sont déjà connues. C'est que le fait d'avoir pu se mobiliser en ligne, ça a aidé la manifestation hors ligne, donc dans la rue. Mais que ensuite, mais des choses ensuite moins connues, le fait qu'il y a eu des manifestations dans la rue, ça a augmenté la taille de la mobilisation en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui a été moins étudié et qui est lié au passage de cette case à cette case-là. Et ensuite, ce qu'on peut également observer, c'est le fait que la mobilisation va tendance à se radicaliser, le niveau moyen de radicalité de la mobilisation va augmenter à travers deux marges, à la fois le départ des modérés et la radicalisation des radicaux. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on peut regarder avec des outils d'analyse statistique sur les données qu'on a récoltées. Euh, une chose, je suis pas sûr d'avoir le temps, mais une chose que ce modèle aussi, à laquelle ce modèle permet de réfléchir, c'est l'impact du fait de couper Internet. Imaginez qu'on a un mouvement social qui commence à déranger un peu le pouvoir, et là, le pouvoir coupe Internet, ou alors coupe certains serveurs liés à certains réseaux sociaux. C'est pas forcément quelque chose qui caractérise uniquement contexte autocratique. Ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie avec TikTok, par exemple, l'année dernière. La question, un petit peu, est de savoir, est-ce que c'est une bonne idée pour le pouvoir de faire ça? Et en fait, vous voyez que si vous êtes dans cette situation-là, de la séquence psycho, c'est pas forcément une bonne idée de supprimer les réseaux sociaux. Si je supprime les réseaux sociaux après le premier jour de manifestation, parce que je commence à avoir peur, parce que voilà, je commence à avoir peur du mouvement, il est possible en fait que le mouvement se perpétue plus longtemps parce que il continuera à jouer 1-1. Donc, quelque part, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de couper les réseaux sociaux, ça peut avoir des effets un petit peu inverse à ceux qui sont désirés par les pouvoirs qui les coupent et qui n'ont rien à voir avec le fait que ça pourrait être juste un mouvement d'exaspération de la part des manifestants de voir les réseaux sociaux coupés, mais juste lié au fait qu'on ne permet pas au mouvement quelque part de suivre le cours normal de son existence tel que il l'aurait suivi sinon. Donc ça, il me semble, quelque chose d'intéressant. Maintenant que j'ai parlé de manière un peu abstraite de tout ça, essayons de voir un peu comment est-ce qu'on mesure tout ça avec l'exemple des gilets jaunes. Alors bon, les gilets jaunes, j'ai pas forcément besoin, même si ça commence à dater un petit peu, de vous rappeler vraiment de quoi il s'agit. Donc c'est un mouvement qui a 7 ans aujourd'hui et s'est organisé, donc comme je le disais en introduction, en ligne, qui a été donc de façon assez décentralisée et qui a été qui a eu beaucoup de succès, mais très rapidement, les manifestations, c'est-à-dire au bout de quelques jours en fait, quelques jours après les premières manifestations, on a commencé à parler de violence. Sinon, il y a eu des centaines et des centaines de manifestations le premier jour, il y a eu très peu d'incidents. Il y en a eu un petit peu, évidemment. Ça reste stylisé, ma, ma description. Mais le premier jour était globalement pacifique, a eu beaucoup de succès, et très vite après, ça a dégénéré. Et peut-être vous en souvenez, 1er décembre, il y a eu une manifestation très violente à Paris, qui a conduit ensuite à une vandalisation partielle de l'Arc de Triomphe. On a eu des tanks sur les Champs-Élysées. Enfin, c'était quand même un petit peu impressionnant. Et en fait, on a eu quelque chose qui s'est passé très très vite. Et ensuite, bon, le mouvement a continué pendant des mois. Et puis, quelque part, il est toujours un petit peu présent. C'est devenu un peu une sorte euh, de, de matrice de beaucoup de choses. Mais globalement, à la fin du mois d'avril, ça a été terminé en termes de vraiment un mouvement qui structurait le quotidien du pays. Alors, pour étudier ce mouvement,
on fait euh, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Ce que je vais regarder, en fait, c'est trois choses, en fait. Je vais regarder le fait que l'organisation en ligne avant le 17 novembre a eu un impact causal sur le succès des premières manifestations. Je vais regarder ensuite le fait que les premières manifestations ont eu un impact causal sur la taille de la mobilisation en ligne. Je vais revenir sur pourquoi causal, pourquoi il me semble que c'est causal. Et ensuite, quelque chose de moins causal, c'est pour ça que la flèche est en pointillé. Je vais regarder le processus de radicalisation du mouvement qui, euh, qui comme vous le voyez ici, a commencé par quelque part le fait que les radicaux ont commencé à, à changer de tactique et et à à manifester de manière plus radicale, et ensuite ce qui a causé le départ des modérés. Alors, pour regarder ça, on a récolté un certain nombre de données. On a des données qui sont imparfaites, mais qui nous semblent plausibles sur la, l'extension spatiale du mouvement le premier jour. Et pour la mobilisation en ligne, on a eu accès aux données de Change.org sur la pétition avec une géolocalisation qui nous permet en gros d'avoir un nombre de pétitionnaires par jour par commune. On a récolté beaucoup d'informations sur Facebook, à la fois donc sur la création des groupes, où on a compté différentes choses, donc le nombre de personnes qu'il y avait dans chaque groupe, la date de création du groupe. Donc ça, on n'est pas sûr d'avoir tout le monde, mais enfin, on a quand même plus de 3000 groupes, donc ça nous paraît quand même assez important. On a essayé d'être assez exhaustif dans la façon dont on recensait ces groupes. Et par ailleurs, on a récolté le contenu des discussions qui avaient lieu sur plus de 600 pages publiques liées au mouvement, également sur Facebook. Et pour un sous-échantillon de ce de ce deuxième, de ce deuxième ensemble de données, on peut même avoir un pseudo ID du compte, c'est-à-dire qu'on est capable de suivre ce que font les gens à travers le temps. Voilà. Et ce qui pour nous est intéressant étant donné l'histoire qu'on qu'on essaye d'établir. Donc, tout d'abord, ce qu'on appelle le crowding, le fait qu'il y a eu une sorte de boucle de rétroaction positive entre la mobilisation en ligne et hors ligne au début du mouvement, et qui est représenté par ces deux photos-là, où on a à la fois des gens qui se manifestent avec leurs fameux gilets jaunes sur les non moins fameux ronds-points, d'autre part, un certain nombre de mécanismes de comptage en ligne qui permettent d'avoir une idée de la popularité du mouvement. Donc ça, c'est une page Facebook, mais également, donc comme je l'ai dit, là, une pétition qui avait été lancée sur change.org. Alors, euh, la première chose qu'on peut voir, ça, c'est un mouvement qui a eu beaucoup de succès au début. Ok. Donc, si je géolocalise en gros les manifestations pour lesquelles on est à peu près sûr qu'il y a vraiment eu une manifestation le 17 novembre et que, en gros, je fais l'hypothèse qu'un bassin de vie, donc un petit ensemble de communes qui correspond en gros à l'organisation quotidienne de la vie des gens, un bassin de vie est affecté par une manifestation s'il y en a eu une. Ce qu'on voit, c'est que c'est un tiers du territoire, deux tiers de la population. Enfin, c'est vraiment extrêmement important pour un mouvement qui a émergé euh, sans corps intermédiaire et de manière très rapide. Alors, comment est-ce que ça a eu lieu? On va regarder ça en essayant de corréler l'intensité de la mobilisation en ligne au niveau municipal et la probabilité qu'on observe une manifestation au niveau municipal le 17 novembre. D'accord? Donc ça, c'est une corrélation. On peut le faire. Ok. Le problème, évidemment, qu'on va avoir, c'est que si voilà, si on observe qu'il y a une corrélation positive entre cette mobilisation en ligne et le fait que la municipalité soit bloquée, ça peut juste refléter des facteurs externes. Les gens étaient fâchés. Donc, ils se sont manifestés en ligne et hors ligne. Il n'y a pas de lien, si vous voulez, de l'un vers l'autre. Donc ça, c'est un peu un problème typique qu'on peut avoir
en, en analyse de données. Une solution, c'est pas complètement facile là, par exemple, de faire une expérience aléatoire, etc. Avec avec ce type de mouvement. Ce qu'on fait là, c'est qu'on utilise un instrument, ok. Donc une variable instrumentale. Où, en gros, l'idée, c'est de euh, réfléchir à une contrainte qui peut avoir impacté la mobilisation en ligne qui, si elle a eu un impact sur la mobilisation hors ligne, ce n'est qu'à travers son impact sur la mobilisation en ligne. D'accord? Donc ça, c'est pas forcément facile à trouver. L'idée qu'on a, c'est de regarder la mise en place progressive du réseau 4G. En fait, le mouvement des Gilets jaunes s'est passé exactement au milieu de la mise en place du réseau 4G, d'antenne 4G, qui augmentait beaucoup la force des signaux. C'est quelque chose qui a déjà été fait pour la 2G, la 3G. Mais donc, en gros, l'idée, c'est j'ai un meilleur signal, j'ai plus de chances de passer du temps sur mon téléphone et d'entendre parler de cette pétition d'une façon ou d'une autre. Et donc ça, l'hypothèse, c'est que la chronologie de l'installation des antennes 4G au niveau municipal, une fois qu'on a contrôlé par tout un ensemble de caractéristiques municipales sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui sont détaillées dans le papier, en gros tout ce qu'on pourrait trouver, eh bien, ce qui reste, c'est, si vous voulez, un peu aléatoire. C'est juste, voilà, il se trouve que là, on a pu construire cette antenne parce que, voilà, il y avait du matériel ou alors il y avait eu une nouvelle vague d'enchères sur les fréquences ou des choses comme ça. Et donc ça, quelque part, c'est orthogonal à la décision des gens de se mobiliser ou non, enfin, en tout cas, au sentiment général des gens. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser pour instrumenter la mobilisation en ligne pour voir si elle a vraiment un impact sur la mobilisation en ligne. Pour l'effet inverse, c'est plus difficile. Donc, l'impact de la mobilisation dans la rue sur la mobilisation en ligne qui a suivi. Là, la seule idée qu'on a eue, c'est de regarder s'il y avait des endroits en France qui étaient plus susceptibles d'être occupés que d'autres. Donc, on a développé un intérêt malsain pour les ronds-points pendant plusieurs années. On a regardé des choses sur les ronds-points parce qu'en fait, les ronds-points ont été très occupés. Mais il se trouve que les ronds-points, il y en a tellement en France que ça fonctionne pas très bien. Un instrument qui marche bien, c'est la présence de péages autoroutiers au sein de la commune, juste au sein de la commune. Parce que s'il y a un péage au sein de la commune, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une occupation de ce péage. En fait, il y a une centaine de péages qui ont été occupés le premier jour parce que le mouvement était en partie lié à des protestations contre la cherté de l'automobile. Et donc, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, le fait qu'il y ait un péage dans cette commune, finalement, par rapport à toutes les communes qu'il y a juste autour, c'est juste un peu par hasard, en fait, finalement. Au sein d'un bassin de vie, c'est un peu par hasard que cette commune-là, exactement, bah, elle a un péage. Bah, ça va en partie tirer le fait que cette commune a été mobilisée pour des raisons qui sont orthogonales au niveau de mécontentement. Et donc, on va pouvoir regarder l'impact. Donc, si je résume ce qui se passe, on trouve effectivement un impact assez fort. Ok. Donc, en fait, quand on instrumente, on trouve même des effets plus forts que les corrélations qui étaient positives mais plus faibles. En gros, on trouve que les communes qui étaient très fortement mobilisées en ligne, eh ben, effectivement, elles ont eu beaucoup plus de chances d'avoir une manifestation le 17 novembre et vice-versa. Les communes où il y a eu une manifestation le 17 novembre ont beaucoup plus de mobilisation en ligne suite au 17 novembre. Donc, quelque part, pour nous, ça établit ce qu'on appelle le crowding dans notre modèle. Donc, ça, c'est la première, si vous voulez, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est le crowd out, le fait qu'il va y avoir de la violence et les modérés vont partir. D'accord? Donc, ça, c'est beaucoup de choses à regarder en même temps. C'est pas si simple que ça. C'est pas simple, notamment, de regarder ça dans la rue. Ok. Il faudrait avoir des données exhaustives samedi par samedi du niveau de violence. Donc, il y a des comptes rendus qui sont faits, qui sont crowdsourcés, par exemple, il y a des choses, mais c'est difficile d'avoir accès à des données vraiment exhaustives là-dessus. Donc, on va pas faire ça sur la violence dans la rue, on va faire ça juste sur la violence en ligne, pour lesquelles, en fait, on pense qu'on peut avoir des mesures qui ont un sens. Une autre raison, c'est qu'en fait, la violence et de manière générale, la taille des manifestations dans la rue
dépendent aussi de la réponse policière. De manière un peu claire, si on a une réponse policière importante suite à une manifestation qui a dégénéré la semaine précédente, ça risque d'opérer aussi une forme de séparation entre les modérés et les radicaux. D'accord? Si on augmente le coût. Donc ça, il nous semble que c'est vrai, et c'est très difficile en fait de faire quelque chose là-dessus puisqu'on voilà, on n'a pas vraiment d'assez bonnes données pour ça. En revanche, en ligne, il n'y a pas eu, en tout, ça peut être vrai dans certains contextes, mais ça n'était pas vraiment vrai dans le cadre français. Il n'y a pas eu de répression numérique. Et les gens n'ont pas été poursuivis pour avoir écrit des choses sur certaines pages Facebook. A priori, en tout cas, on pense que c'est quelque chose qui a eu beaucoup moins d'importance ou en tout cas qui était beaucoup moins connu des manifestants au minimum que dans la rue. Donc on peut regarder ça. Pour faire ça, on va en fait utiliser des modèles de langage qui vont utiliser les discussions qu'on observe sur les pages Facebook pour essayer d'en extraire une sorte de mesure de radicalité. En fait, il y a plein de mesures de radicalité qu'on peut avoir. La mesure qu'on préfère, c'est une mesure où en fait on entraîne une sorte d'IA. Bon, c'était avant ChatGPT, ça pourrait être fait aussi par ChatGPT, mais en gros, on entraîne un modèle pour classer les messages en différents groupes. Donc on dit juste, voilà, classe-les en différents groupes en fonction de la corrélation entre les différents mots qui sont utilisés. Et donc la seule chose qu'il faut dire au modèle, c'est je veux 15 groupes, par exemple. Donc là, on l'a fait avec plusieurs hyperparamètres comme ça. Mais voilà, si on dit 15, on va voir en fait apparaître. Ensuite, on regarde ce qu'il y a dans ces groupes en fait, et on va il y a 5 groupes qui sont clairement liés à du contenu radical. Donc, il y a par exemple un groupe qui contient essentiellement des insultes, un groupe qui contient un peu des sortes de théories étranges, un peu des trucs qu'on appelle conspiracy dans le papier. Il y a un groupe de messages qui parlent essentiellement de la violence. Voilà. Donc, en gros, il y a 5 groupes comme ça qu'on peut classifier comme étant plutôt radical, mais on peut faire d'autres choses et on a fait d'autres choses. Par exemple, une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a entraîné un modèle de classification politique sur les tweets des parlementaires. Et on a utilisé ce modèle pour prédire l'affiliation politique supposée de la personne qui avait écrit le message. Ok. Et après, du coup, on utilise comme une proxy de radicalité le fait que ça soit des messages écrits à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Donc ça, voilà, à chaque fois, c'est des mesures qui sont imparfaites, mais c'est des mesures on a de différents types de validation qu'on peut essayer de mettre en place. C'est des mesures qui marchent quand même assez bien. Et puis, par ailleurs, on peut aussi voir si c'est des messages plutôt tristes, des messages plutôt fâchés, des choses comme ça. Donc, on fait tout ça. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on observe? Euh, je vais passer là-dessus, mais bon, c'est global. Effectivement, c'est un épisode très important de violence, mais on n'a pas de données géolocalisées. Ça, c'est juste la série temporelle mensuelle. Ce qu'on observe, c'est une augmentation de la violence en ligne sur Facebook, sur les différentes pages Facebook. En gros, il y a un doublement entre début novembre et fin mars. On passe de 15% de phrases qu'on pourrait considérer comme antagonistes à 30%. Donc, ce processus-là, c'est le processus sur lequel on va essayer de réfléchir pour voir comment est-ce qu'il reflète à la fois le départ des modérés et la radicalisation des radicaux. Et d'autre part, est-ce que la radicalisation des radicaux a effectivement causé le départ des modérés d'une certaine façon. Et donc ça, c'est ce qui nous reste à voir. Première chose, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ce qui s'est passé en ligne juste après le 17 novembre, c'était beaucoup plus radical. Comment est-ce qu'on peut regarder ça? Eh ben, je compare. Là, si vous voulez, qu'est-ce que je fais? C'est comme si je prenais le modèle au sérieux et je disais, OK, quelle est la part que je peux inférer des radicaux? Eh ben, c'est la moyenne cumulée jusqu'à aujourd'hui des phrases radicales dans mon corpus. OK? Donc, en gros, ce que j'ai, c'est quelque chose qui monte effectivement de début novembre jusqu'au 17 novembre, mais ensuite, et qui va, même s'il y a une sorte de baisse, qui va monter jusqu'à presque 30% à la fin de ma période. Une chose qui est frappante, c'est que si on distingue dans ce processus les pages qui ont été créées
juste après le 17 novembre des autres, eh ben, ces pages, qui sont représentées par le trait rouge ici, ces pages sont tout de suite beaucoup plus radicales que les autres. Et en fait, on va même pas arriver à une convergence des deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait un afflux de radicalité qui était lié à cette seconde vague de mobilisation en ligne. Donc ça, quelque part, c'est pour nous une sorte d'indication qu'effectivement, il y a eu plus de mobilisation, ça c'est ce qu'on montre avec nos instruments et nos péages, mais cette mobilisation était aussi plus radicale. Donc elle a révélé une part plus importante de radicaux. En tout cas, c'est comme ça que notre modèle permet d'interpréter ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, OK, donc ça c'est vrai, il y a eu la révélation d'une part plus importante de radicaux après le 17 novembre, mais ça a continué à monter. Donc essayons de comprendre si ça c'est parce que, il y a encore de plus en plus de radicaux qui sont devenus radicaux, ou est-ce que c'est parce que les modérés sont partis? Et donc comment est-ce qu'on fait ça? Ça c'est en fait, on peut faire ça dans le sous-échantillon où on a accès aux identifiants individuels, parce que en fait ce qu'on va on va utiliser une équation très simple, hein, qui est juste une équation avec des effets fixes, individuels et temporels. Ça, c'est ce que vous avez là, c'est le fait qu'une phrase, mettons que c'est une variable binaire, qui vaut 1 si la phrase S prononcée par l'individu I durant le mois T est radicale. D'accord? Et ça, je vais décomposer ça statistiquement entre un effet spécifique à l'individu I, qui va mesurer le niveau moyen de radicalité de cet individu au cours de la période, et un effet spécifique au mois qui va peut-être définir quelque chose qui se passe en général à cette période-là. Peut-être que tout le monde est juste plus fâché. Voilà. Et donc, quelque part, ces deux effets-là, si j'en prends la moyenne, ça me décompose exactement le niveau moyen de radicalité à un mois T. Ok. Ça va être la somme du niveau de radicalité du mois et de la composition moyenne de radicalité des protestataires. D'accord? Donc ça, la radicalité des protestataires, c'est le niveau moyen de radicalité des protestataires. C'est ce qu'on peut appeler la marge extensive. D'accord? Ça dépend voilà, de la composition de la population. Et la marge intensive, c'est le fait qu'on devienne de plus en plus radical individuellement. D'accord? Donc, on fait ça, et ce qu'on observe, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on augmente de 15%, donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'on observe, c'est que, en gros, les deux marges, quantitativement, jouent le même rôle. Nous, on ne savait pas du tout, hein. Si ça se trouve, on aurait pu avoir 0 pour l'une ou pour l'autre. En gros, on trouve que les deux marges jouent à peu près le même rôle, et par ailleurs qu'il semblerait, en tout cas d'un point de vue agrégé, que la marge extensive sont liées au départ des modérés et à leur remplacement par des gens plus radicaux, structurellement en moyenne plus radicaux, a l'air un peu décalée dans le temps. Elle a l'air d'arriver un peu après, ce qui, on se disait, pourrait être compatible avec cette idée qu'ils sont partis parce que les radicaux se sont radicalisés. Mais en fait, il s'est aussi passé plein d'autres choses. Il y a eu de la réponse policière, les gens peut-être en ont marre, hein, et peut-être que le niveau de fatigue des protestataires dépend du type. Donc tout ça, c'est un petit peu difficile d'interpréter des corrélations agrégées comme ça. Donc la dernière chose qu'on fait dans le papier, c'est qu'en fait, on réutilise ces données, et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde quelle est la probabilité si je suis sur une page donnée à un mois donné, euh, et que je suis exposé à un certain niveau de radicalité sur cette page, quelle est la probabilité que je quitte cette page, c'est-à-dire que je ne sois plus observé sur cette page, en tout cas dans nos données, en fonction de mon type. Ok. Donc ça, on peut le faire. Étape 1, on estime les effets fixes individuels, delta. Donc, quelque part, c'est le type radical. Enfin, là, maintenant, c'est continu par rapport à notre modèle, mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc, on va le discrétiser, on va prendre des quantiles. OK? Donc, on va dire, mettons que les gens sont en 5 catégories, mais ça pourrait être juste en 2 catégories. Ça serait exactement ce qu'on a dans le modèle. 5 catégories de radicalité. Mon niveau de radicalité individuelle interagit avec le niveau de radicalité de la page à ce moment donné, est-ce que ça va avoir un impact sur ma décision de ne plus poster sur cette page? Et ce qui est bien avec ce cadre empirique-là, c'est qu'on peut même contrôler d'effets fixes individuels et même d'effets fixes liés à la page et au mois, c'est-à-dire tout ce qui pourrait se passer qu'on ne connaît pas, mais qui s'est passé sur cette page, ok, pour vraiment isoler juste le niveau de radicalité tel qu'on le mesure sur la page
et comment il interagit avec le niveau de radicalité individuel. Et ce qu'on observe, c'est exactement ce qu'on pouvait prédire, c'est-à-dire que donc il y a une variable de référence, c'est les plus radicaux, donc ça c'est le cinquième quintile de radicalité, et moins je suis radical individuellement, plus le niveau de radicalité de la page va avoir un impact sur le fait que je vais effectivement quitter la page. Ça, c'est un résultat qui nous semble extrêmement robuste. Euh, qui est, on teste beaucoup de spécifications alternatives et il nous semble que c'est quelque part un test direct de ce phénomène de crowd-out des modérés. Alors, à partir de là, on a à peu près terminé. Ce que, juste pour récapituler très rapidement, nous on pense que il y a une dynamique. En fait, quelque part, travailler sur les réseaux sociaux, ça nous a permis de réfléchir de manière plus générale aux dynamiques des mouvements sociaux liées à la révélation progressive de la propension individuelle des manifestants à la violence et le fait que, en fait, quand j'apprends ça en tant que manifestant potentiel, eh ben, ça va avoir un impact sur mes décisions futures de participation. Bien sûr, là, en fait, on s'intéresse juste aux stratégies de mobilisation. Donc, est-ce que je casse tout ou est-ce que j'envoie des émoticônes fâchés ou des choses comme ça? Il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses pour lesquels on pourrait envisager ces questions de complémentarité ou de substituabilité, par exemple des buts de manifestation qui peuvent être différents et plus ou moins complémentaires ou opposés. La dernière chose, c'est que, comme je le disais, tout ce mécanisme, en fait, n'a pas besoin de quelque chose dont on parle énormément, évidemment, qui est le biais, l'ensemble des biais potentiellement liés à des algorithmes de recommandation, des plateformes qui hébergent ces différents réseaux sociaux. On réfléchit à ça un petit peu. On a fait quelque chose pour montrer que effectivement il y avait du biais sur Facebook. En tout cas, sur notre corpus, il y a du biais. Comment est-ce qu'on le mesure? On le mesure parce qu'on corrèle le, euh, le, le rang du commentaire, de chaque commentaire. En fait, il y a plein de comment ça se passe, les pages de discussion? Je poste un message et ensuite, il peut y avoir des commentaires. D'accord? Ces commentaires ne sont pas distribués en fonction de l'ordre chronologique. Ils sont distribués, ils peuvent être un petit peu changé par la plateforme en fonction de la pertinence. Je ne sais pas exactement, mais voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder si les commentaires plus radicaux sont plus hauts dans la liste des commentaires, au moins dans le compte qu'on a utilisé pour observer ça. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, ils sont plus hauts. Voilà. Donc, effectivement, il y a un biais algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que potentiellement, quand on mesure notre crowd-out, en fait, on a même encore, on sous-estime le niveau d'exposition à la violence. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait expliquer l'effet différentiel de la violence d'une page sur la décision de partir des modérés et des radicaux? Ça voudrait dire que les modérés sont exposés à plus de violence que les radicaux. Et ça, il nous semble que c'est le contraire qui se passe en fait, puisque en fait ces algorithmes aussi ont tendance à ajuster les contenus en fonction de l'historique individuel, et donc en fait les radicaux vont être exposés, il nous semble, à des contenus plus radicaux. Et donc ça voudrait dire plutôt un biais vers le bas. Donc on n'est pas très soucieux de ça. Une dernière chose, c'est que ce biais algorithmique, d'un point de vue théorique, c'est pas complètement évident que ça conduise à la radicalisation du mouvement. Pourquoi? Ben, en fait, c'est simple. Si si j'ai un biais qui met en évidence le contenu radical, d'accord? Donc ça, on peut l'inclure comme une extension de notre modèle. Si j'ai un biais qui qui me fait surestimer la valeur de lambda, ce qui va pouvoir se passer dans certains cas, c'est qu'en fait, en tant que radical, je vais dire, ouh là là, mais on est trop nombreux, si on est si nombreux, les modérés vont partir, or je veux pas qu'ils partent, dans certaines configurations paramétriques, je veux pas qu'ils partent, donc en fait, je vais me réfréner juste parce que je veux m'assurer de la participation des modérés. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que on peut même avoir le contraire. Ok, c'est pas sûr qu'un biais augmente le niveau augmente toujours, en tout cas dans notre contexte, le niveau de radicalité du mouvement social. Voilà, et avec cela, j'en ai terminé. Je vous remercie.